On est ravis de traiter ce sujet avec vous. Vous allez vous présenter tout à l'heure, je rajouterai un petit complément. Notre sujet, c'est le grand soir du crédit, ce qui est un titre un peu ambitieux, mais c'est d'essayer de traiter le fait que la manière de regarder le crédit est en train de changer profondément pour toutes sortes de raisons, et de traiter ce sujet sur différents aspects, les modèles, la technologie, les attentes du nouveau client. Donc c'est les 40 minutes qu'on va passer ensemble sur ce sujet. Louis, Riyad et Christophe vont m'assister avec un angle universitaire pour Christophe et puis un angle un peu plus entrepreneur pour les deux éléments les plus entrepreneuriaux de la bande. Et donc on va y revenir dans un instant s'agissant de vos modèles particuliers. Sans attendre, je vais essayer d'introduire le sujet avec un certain nombre de considérations générales sur notre lecture, sur ma lecture, mais j'ai compris qu'on la partageait sur ces aspects pour poser un peu le sujet. Notre conviction, c'est qu'on est à un moment historique pour le crédit, pour toutes sortes de raisons. Certaines sont conjoncturelles et d'autres sont plus structurelles. Les deux raisons conjoncturelles essentielles, la première, c'est une considération qui, quand on est un vieux banquier comme moi de formation, on connaît bien, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et en gros, ça fait une douzaine d'années, quelque chose comme ça, que le cycle de crédit est outrageusement favorable, avec des taux d'intérêt à zéro, avec des taux de mécompte extrêmement faibles. Et quand on est dans le métier de la finance depuis longtemps, comme moi, on sait que c'est une logique de plaque tectonique. Plus on attend pour l'ajustement, et plus violent il est à l'arrivée, parce qu'à un moment donné, il y a une quantité de crédit qui se distribue, qui n'est pas forcément tout à fait de qualité équivalente à celui du début du cycle. Et au bout d'un moment, ça finit par poser problème. Là, c'était la situation pratiquement au début de l'année civile. D'ailleurs, j'avais commis un petit papier sur ça au début de l'année. Et puis, il y a la deuxième cause conjoncturelle qui nous est tombée dessus, que vous connaissez tous, c'est la Covid. La Covid, pour le moment, on envoie les aspects sanitaires, on envoie le chômage partiel, on envoie les aides d'État, on envoie les prêts garantis par l'État. Mais derrière tout ça, évidemment, il y aura malheureusement, tragiquement, une très grande quantité de pertes d'emplois, d'une part, ce qui est lourd de conséquences également sur les aspects crédits. Et puis, il y aura des défaillances d'entreprises nombreuses lorsque le gel qu'on a mis sur la plaie, le prêt garanti, se dissipera, que les remboursements seront demandés. Donc là, forcément, on aura une tension extrêmement forte. Ça, c'est la conjoncture. Mais on a des raisons plus structurelles que j'évoque brièvement. Depuis une éternité, le crédit se dispense, en gros, en regardant le rétroviseur. C'est une expression que j'ai utilisée à plusieurs reprises, qui est un peu provocatrice, mais pour faire du crédit, quand on est un financier classique, eh bien, si vous êtes un particulier, on vous demande vos 3 dernières fiches de paye, et si vous êtes une entreprise, vos 3 derniers bilans. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est beaucoup moins efficace et beaucoup moins possible. La première, c'est que le passé préjuge de moins en moins de l'avenir, puisque tout le monde est disrupté, tout le monde est digitalisé, tout le monde va être impacté par la crise. Et donc, par nature, c'est beaucoup plus difficile en s'inspirant du passé d'essayer de projeter les tendances de crédit de l'avenir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le comportement du consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise. C'est qu'il répugne de plus en plus à donner des documents, ça c'est parfaitement clair sur les millennials, à donner des garanties, à répondre à des longs questionnaires qui en général sont les sources des dossiers de crédit classiques. Il veut des réponses quasiment en temps réel, rapides. C'est oui ou c'est non, mais c'est tout de suite. Et ça, le système ne sait pas tout à fait le faire, le système classique. Et puis le dernier élément que je ne développe pas, parce que nos amis le développeront, c'est la tech ouvre toutes sortes de potentialités avec des techniques qui vont autour des nouvelles générations d'algo, le machine learning, etc. On y reviendra, même si on est plusieurs ici, je crois, à partager le fait qu'on exagère la novation dans ce secteur, et que les algos et le score, ça existe depuis une quarantaine d'années. On en a connu dans des grandes maisons comme CTLM, par exemple, pour en citer une. Et puis, la dernière remarque que je fais, elle est pro domo, c'est que le sujet du crédit, c'est un sujet de plus en plus important et structurant dans la fintech, puisque de plus en plus de nos membres demandent des agréments d'établissement de crédit, se transforment en néobanques, et donc ça devient un motif particulièrement important. C'est les éléments qu'on va traiter, qu'on va redévelopper un peu dans tous les sens. Je vous propose de commencer par la présentation de chacun, de sa personne et de l'entité qu'il représente, si vous le voulez bien. Christophe ? Oui, bonjour. Donc, Christophe Hurlin, je suis professeur d'économie, je suis spécialisé en économétrie financière. Je dirige le laboratoire d'économie d'Orléans.
Et donc je travaille depuis plusieurs années sur ces problématiques de modélisation des risques, notamment de crédit. Je co-dirige par ailleurs donc un master économétrie et statistique appliquée qui forme des data scientists et qui pour la plupart vont travailler dans les directions des risques des grandes banques. Et donc de ce fait, j'ai pas mal d'interactions avec le milieu professionnel. Et enfin, donc, je suis membre du conseil scientifique de la CPR. Donc, voilà. CPR, le mot qui jette l'effroi dans l'assistance. La quasi-totalité d'entre eux étant régulés de manière ou d'une autre. Non, mais la CPR a beaucoup changé et maintenant un vrai partenaire de dialogue. Je plaisantais, c'est de l'humour à deux balles. Riyad ? Oui, Riyad Halimi, CEO de Finfrog. Auparavant, j'avais passé 10 ans chez McKinsey où j'ai dirigé les practices crédit au particulier pour l'Europe et FinTech. Finfrog, c'est une FinTech qui a pour mission de sortir 10 millions de Français de la spirale du découvert bancaire en proposant des microcrédits instantanés accessibles au plus grand nombre. Cette capacité, on l'a notamment grâce à des modèles de scoring développés via des technologies d'intelligence artificielle, on y reviendra longuement, qui nous permettent en fait de prêter à une population jusque-là exclue du crédit. On prête naturellement à des CDI, mais beaucoup également à des freelances, des CDD, des intérimaires. Riyad qui a démontré brillamment qu'on pouvait sortir de consulting pour entrer dans la vie active. Oui, absolument, ça arrive à certains d'entre nous. Il y a des consultants dans la salle ? Il y a des consultants dans la salle ? Oui, okay, c'est bon. Louis ? Oui, bonjour à tous. Louis Chatrio, donc fondateur et CEO de Alma. Alma, c'est une solution de paiement plusieurs fois à destination de retailers B2C. Donc le principe est simple. On permet des commerçants de se faire payer en plusieurs fois par leurs clients. Ils sont payés tout de suite. Le client paye en 2, 3 ou 4 échéances. Et du coup, c'est une forme de crédit, mais une forme particulière. Je pense que ce qui sera intéressant par rapport à ce qu'on a discuté à côté, c'est une forme de crédit temps réel, vraiment temps réel, c'est-à-dire qu'on est dans un tunnel d'achat, on est en train d'acheter un canapé, une raquette de tennis, et donc il faut une réponse maintenant, et c'est une forme de crédit qui impose un taux d'acceptation du client élevé, puisqu'une méthode de paiement qui refuse un client sur deux, pour un commerçant, c'est pas acceptable. Donc ça impose sur nos modèles de score des contraintes qui sont assez différentes de ce qu'on voit dans du crédit classique. Merci. Alors j'ai oublié de dire, parce que je me retourne et je vois le panneau. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là ce matin, je ne sais pas si on l'a déjà dit, qu'on devait être un de plus dans cette table ronde. On devait avoir Olivier Goua, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et Olivier a eu un accident de la circulation ces jours derniers. Je l'ai dit ce matin, donc plus d'entre vous l'ont déjà entendu. Il a été opéré, il va bien, il récupère, mais il est à l'évidence pas en capacité de nous rejoindre. Ce qui explique qu'il y a un écart numérique entre le tableau et les présents. Merci à vous. Je propose qu'on commence par une sorte d'un peu de diagnostic de la situation du système de crédit à l'heure actuelle. Puis peut-être justement, Riyad, parce que j'étais un peu, je suis aussi senior advisor chez EY, donc je me suis mis une pierre dans mon jardin en disant une vacherie sur les consultants. Je te propose qu'on réutilise un petit peu ta capacité à faire de la synthèse analytique, tout comme notre ami Christophe universitaire, pour faire un peu un bref panorama du marché du crédit aujourd'hui, si tu le veux bien. Oui, absolument. Alors, le crédit, en fait, c'est un secteur qui connaît énormément de mutations depuis quelques années. Et si on regarde depuis les années 2000, au final, c'est un secteur qui a très peu évolué, qui était finalement en retard en termes de digitalisation par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Donc, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose entre 2000 et 2015. Une très forte accélération depuis quelques années. Et finalement, il y a une confrontation entre les attentes des consommateurs qui ont changé, effectivement beaucoup de demandes d'instantanéité, de rapidité, de simplicité, et puis des crédits qui encore aujourd'hui mettent 3 semaines à arriver sur votre compte, donc c'est le délai moyen entre la demande d'un crédit et la réception des fonds. Donc je dirais de cette tension en fait émergent de nouveaux acteurs que sont les fintech. Cette émergence elle est rendue possible par 2 éléments principalement, hein, c'est des ouvertures réglementaires. On a progressivement en fait un dispositif de monopole bancaire qui s'est ouvert, notamment le prêt aux PME, c'est ce qui a permis l'émergence d'acteurs comme October. Et puis également la DSP2, on va parler, mais l'accès aux données, c'est une brique alors, nécessaire mais pas suffisante et qui permet néanmoins à certains acteurs des fintech de rentrer dans la sphère du crédit. Donc, premier élément, c'est ouverture réglementaire. Deuxième élément, c'est la technologie, puisque maintenant, il y a la portée de beaucoup de startups, de beaucoup de fintech, avec quelques centaines de milliers d'euros de base de départ, d'accéder à des capacités de calcul, des capacités d'intelligence artificielle qui étaient encore il y a 10 ans peu accessibles. Donc globalement, c'est cette tendance majeure. Ce qu'il faut noter sur le crédit, c'est qu'on est en train finalement d'assister à l'émergence de nouveaux entrants qui s'attaquent au cœur du métier bancaire. Jusqu'à présent, les fintech ont plutôt émergé dans les paiements,
dans les comptes courants, néobanques. Et avec le crédit, on a finalement des acteurs qui viennent sur le cœur du business model de la banque, qui est de transformer de l'épargne en du crédit. Est-ce que toi ou l'un de nos autres colistiers peut dire un mot de ce que j'appelle l'exception française, notamment par rapport au système du crédit de bureau? Alors, effectivement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tous immergés dans le marché français, mais moi j'ai noté au moins 4 différences en fait, par rapport au crédit. Une première à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est une exception culturelle. On a quand même un rapport très prudent par rapport au crédit, et c'est une bonne chose. Que ce soit pour les entreprises et aussi pour les particuliers, on est globalement moins endetté que nos homologues anglo-saxons. On a un recours moins fréquent au crédit. Deuxième exception culturelle, effectivement, c'est la réglementation. On a un des cadres du monopole bancaire qui est probablement le plus strict en Europe. Alors c'est à la fois une force pour la solidité et la stabilité du système bancaire français, mais ça peut aussi réfréner, ou en tout cas limiter le développement des fintechs, puisqu'on le verra, certains acteurs européens arrivent à se développer plus rapidement que les acteurs français. Autre différence et spécificité française, c'est la concentration du secteur en termes de retail banking. On a 6 groupes bancaires en France qui ont 90% du marché en termes de crédit aux particuliers et aux PME. Ça, c'est pleinement factuel. C'est le taux de concentration le plus élevé. Dont un à 45%. Dont un à 45%. Et du coup, d'où cette quatrième spécificité qui est l'absence de crédit de bureau. Donc il y a un crédit de bureau pour les entreprises. Tu peux peut-être rappeler pour l'audience le crédit de bureau, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais que tous les pays développés ont à leur disposition. C'est une base centrale en fait, qui recense l'intégralité des crédits et de l'endettement de tous les résidents dans un pays donné. En Allemagne, ça s'appelle le Schufa. Aux États-Unis, ça s'appelle le FICO Score. Donc ces crédits de bureau en fait, n'existent pas en France. Ils existent pour les entreprises, on appelle le FIBEN, mais pas pour les particuliers. Et donc ça, c'est la quatrième exception que je liste sur le secteur français. Et elle est précisément liée à la concentration du secteur. Quand certains acteurs ont 45% de part de marché, ils ont en interne déjà un crédit de bureau. Donc pas de nécessité fondamentale pour les acteurs traditionnels de mettre en place un crédit de bureau qui pourtant, alors c'est un serpent de mer, hein, on le sait bien, c'est pas un sujet, c'est pas un débat récent, il a été proposé dans la loi Lagarde il y a quelques années, mais effectivement c'est une des spécificités du marché français. Très bien, tu veux ajouter, Louis? Ouais, deux points. Sur le crédit de bureau, il y a un côté évidemment, quand on a 45% du marché, on n'en a pas besoin, et on n'a pas trop envie de partager ces datas avec les nouveaux entrants, puisqu'évidemment c'est une barrière à l'entrée. Peut-être une dernière spécificité, c'est le taux d'usure qui est très bas oui, en France. Absolument. Donc taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut prêter. Donc quand on regarde de très loin, on a l'impression que c'est bien que les taux auxquels on prête soient bas. Quand on regarde de près, c'est beaucoup moins bien que ça, puisque ça veut dire qu'on va exclure du crédit toute une partie de la population qui va être dure à scorer, qui serait prêt à payer relativement cher un crédit et qui ne va pas y avoir accès, non pas parce qu'on ne veut pas lui prêter, mais parce qu'on ne peut pas lui prêter à un prix qui respecte la loi. Et donc là, on a un vrai problème simplement d'égalité devant l'accès au crédit. On a fait des calculs grossiers qui montrent que ce taux d'usure, qui est une spécificité française, et qui a son sens évidemment pour éviter que des consommateurs en situation difficile payent des montants exorbitants, en réalité est difficilement applicable dans plusieurs secteurs dans le crédit à la consommation et se traduit probablement par un manque à gagner de plus d'1% de croissance en France. C'est quand même un truc qui est assez particulier. Et ce constat, en fait, on n'est pas les seuls à le faire. On est chez Finfrog très proche d'une association qui s'appelle Crésus, qui est un acteur de lutte contre le surendettement, et qui reconnaît également que le taux de l'usure, paradoxalement, peut être un facteur d'exclusion du crédit. Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs de toutes ces réglementations protectrices du consommateur, c'est que parfois, elles se retournent contre le consommateur en limitant l'accès au crédit. Absolument. Est-ce qu'on peut, avant de demander à Christophe de faire un petit panorama sur l'état de l'art aujourd'hui, faire un petit point sur la Covid? Louis, peut-être, tu peux prendre la parole pour essayer de décliner, qu'on décline ensemble ce qu'on peut estimer être les conséquences de ce qui se passe. Ouais, ce qui est paradoxal en France, c'est qu'en fait, les conséquences, on ne les voit pas. Et nous, c'est ce qu'on a beaucoup vu, alors de notre lorgnette chez Alma, mais ce qu'on voit chez tous les acteurs, c'est que il y a deux étages à la fusée, hein, le problème pour les particuliers, et avant ça, le problème pour les entreprises. C'est-à-dire, grosso modo, les entreprises qui vont faire faillite, et qui du coup vont forcément faire en sorte que des particuliers perdent leur emploi et ne puissent pas rembourser leur crédit. Aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup, étonnamment, parce qu'il y a eu toute une vague de prêts garantis par l'État. Ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde par exemple les cohortes de taux de défaut, donc nous on va observer évidemment qui sont le pourcentage de clients qui remboursent à temps. Pendant la crise du Covid, c'était paradoxalement meilleur que ça l'était avant.
C'est-à-dire que paradoxalement, alors même dans un contexte assez difficile, les gens remboursaient mieux. Ce à quoi on s'attend, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est quand même ce à quoi on s'attend, c'est qu'à partir de Q1, Q2, plutôt Q2 2021, au moment où en fait, les premiers PGE vont devoir être remboursés, l'effet, en fait, ce que tu appelais le sparadrap, c'est-à-dire l'effet, on a arrêté le temps, et le temps va reprendre dans 6 mois, et probablement c'est là qu'on va voir le vrai impact de la crise. Riyad, tu peux peut-être ajouter un point sur l'aspect plus long des particuliers? Je partage le constat en fait. Alors il y a effectivement des situations qui sont très variables hein, et c'est un point d'observation vu de FinFrog. J'ai pas les chiffres pour le marché intégralement, mais il y a à la fois des populations qui sont très touchées et très fragilisées. Donc les plus exposés vont être naturellement les étudiants et les freelances. On a vu une très forte augmentation de la demande sur ces deux populations-là. C'est effectivement un paradoxe. Effectivement, on a également observé des taux de défaut qui ont baissé en fait pendant le confinement. Je pense que le plus dur est devant nous. En fait, on reste nous très prudents en fait, et on anticipe une lente érosion. Je pense que l'injection de cash qu'a fait l'État dans l'économie va au moins éviter un effet Big Bang. Donc, je pense qu'il y aura une lente érosion de la qualité des dossiers. Mais cette injection dans l'économie a au moins permis de lisser dans la durée les effets inévitables, type faillite d'entreprise et augmentation du chômage. Tu veux ajouter? Si je peux juste... d'après plusieurs de mes anciens étudiants, on a assisté à un petit rebond post-confinement lié à des mises au relancement de procédures de mise en défaut, etc. Mais depuis, en effet, côté entreprise, en tous les cas, il n'y a pas d'évolution majeure parce que, en gros, le système est encore sous perfusion. Et la grande date, là, pour l'instant, arrêtée, c'est celle de décembre et de l'arrêt des prêts garantis par l'État et qui risque d'être un peu le coup près fatal à un certain nombre de business, quoi. Et une dernière tendance que nous, on a observée depuis la rentrée, c'est également une sorte d'emprunt de précaution. Donc les Français, ça a été largement documenté, en fait, ont constitué de l'épargne en fait, pendant la crise et la gardent de côté. Et donc, quand il s'agit de consommer, donc là, il y a eu un pic de dépenses, par exemple, avec la rentrée scolaire, les ménages ont préféré emprunter pour conserver en fait, cette épargne de précaution en prévision de temps potentiellement difficiles dans les mois à venir. Pour achever de transformer notre auditoire en une population totalement déprimée, neurasthénique, ce qu'on a déjà largement commencé à faire, rappelons que les taux sont à zéro, ce qui ne saurait durer indéfiniment, que la pente est nulle, dans un moment où les taux d'endettement des 3 catégories sont au plus haut historique, c'est-à-dire les particuliers, les États et les entreprises. Et ceci au niveau mondial, avec une mention toute spéciale à la France, dans laquelle on a atteint des pics. Les courbes montrent très bien qu'on a atteint des pics sur les 3, donc il va falloir être sioux, c'est intelligent. Voilà une transition parfaite. On a parlé du passé glorieux et du présent un peu inquiétant. Abordons maintenant l'avenir. Christophe, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama au fond de ce que j'appellerais le champ des possibles? Alors, sur le champ des possibles, donc, je vais prendre un angle purement académique. Donc, quelle est la vision académique de ce que l'on peut percevoir sur les évolutions possibles sur le marché du crédit? On sent que le champ des possibles, indéniablement, va s'élargir sous l'effet conjugué de deux impacts, celui de l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle et celui de l'accès à une data diversité, comme on évoquait dans l'article avec mon collègue Christophe Hurignon, des nouvelles sources de données qui permettent finalement de mieux discriminer les risques de crédit. Alors, derrière ces évolutions techniques, c'est vrai que se cache vraiment un sujet avec une importance sociétale et économique majeure, hein, donc, parce que derrière l'octroi ou les conditions d'accès au crédit, il y a des particuliers qui peuvent accéder ou non à la propriété, il y a des entreprises qui peuvent ou non financer leurs investissements, donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. On a essayé, donc, dans cette synthèse un peu académique réalisée avec mon collègue, de dissocier ce qui relevait de l'IA et de ce qui relevait de ces accès à ces nouvelles données. Alors, concernant l'IA, donc je rejoins ce qu'a dit Alain tout à l'heure, donc c'est l'utilisation de l'IA dans le domaine du crédit, c'est pas nouveau. Donc juste pour une petite anecdote, l'article de Léo Breiman là, sur les algorithmes de classification, la méthode CART, etc., ça date de 84. Et dès 85, Mankowski et en 86, Kaufman utilisaient ces méthodes-là dans le scoring de crédit. Donc même dans la sphère académique, qui est normalement en retard par rapport au business sur l'adoption de certaines méthodes. Donc on utilisait ces techniques-là il y a plus de 40 ans. Très rapidement, à la fin des années 90, on a conçu que l'utilisation des techniques de machine learning standard, sans les lister, mais des arbres, des réseaux de neurones et autres,
n'apportait pas grand-chose par rapport à des techniques paramétriques usuelles, pour la simple et bonne raison que dans les données usuelles, donc socio-économiques, qu'on utilise habituellement pour faire du credit scoring, il n'y a pas suffisamment finalement de non-linéarité ou d'effets très très compliqués entre les variables pour que le machine learning domine. Ah, si je peux me permettre, le Covid vient de casser les séries aussi. Alors, voilà, c'est ça. Bon, après, je parle donc, en rétrospective. Arrivent les années 2000 et là, pour le coup, il y a l'évolution avec ce qu'on appelle des méthodes d'ensemble. En fait, l'idée générale, c'est d'agréger des modèles. Et en agrégeant des modèles, c'est un vieux résultat de stats. On sait que finalement, on va réduire un peu la variance et faire mieux et être plus stable. Et là-dessus, donc des techniques qu'on connaît maintenant plutôt très bien, donc de bagging, de boosting, donc comme Random Forest et autres qui sont apparemment utilisés par vos entreprises, donc améliorent sensiblement, là pour le coup, les prévisions de risque, de défaut par rapport à des techniques classiques. La dernière étude un peu exhaustive là, sur le sujet dans la sphère académique, donc date de 2015, une étude qui passait en vue une quarantaine d'algos sur un certain nombre de bases avec des critères purement stats et des critères aussi de performance économique. C'est assez important, c'était plutôt bien fait. Conclusion générale, donc les méthodes d'ensemble, celles que je viens de citer, fonctionnent plutôt pas mal. Il y a des gains, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles par rapport à des techniques paramétriques standards. Et puis, deuxième conclusion, c'est que les gains plafonnent. Ça ne sert à rien de faire des raffinements en adoptant les dernières versions de ces algorithmes, parce que voilà, les gains sont relativement marginaux. Donc ça, je pense que nous, du point de vue académique, on a mis un peu fin à la chimère qu'il existerait une méthode de classification un peu magique qui permettrait, sur la base d'ensemble d'informations classiques, de révéler des risques qu'on aurait mal jaugés avec des techniques plus standards. Donc si on a finalement, donc la vision que l'on a du côté académique, c'est que si on doit attendre quelque chose, c'est plus du côté des données et de l'utilisation de nouvelles données, couplées ou non à l'intelligence artificielle, parce qu'on peut tout à fait mobiliser des données intéressantes sans les coupler nécessairement avec l'IA. Donc, pour faire bref, une typologie de ces données, ça vient soit de l'open banking, ça peut venir de données de réseau. Alors là-dessus, c'est pareil. Donc, au niveau académique, on a un retour assez mitigé sur les données de réseaux sociaux, par exemple. Mais par contre, à l'inverse, une publication récente là, sur un réseau de téléphonie mobile montre qu'on a des proximités sociales qui peuvent être captées, qui peuvent vraiment améliorer le scoring de crédit. Et puis d'autres données d'empreintes numériques, par exemple quand on va se loguer, etc. Donc le système d'exploitation et autres. Enfin bon, c'est assez difficile de décrire rapidement en quelques secondes l'ensemble des sources de données possibles qui peuvent être mobilisées. La question fondamentale, c'est pas celle-là, c'est est-ce que ces données finalement permettent à des ménages ou à des entreprises d'accéder au crédit, alors que sur la base des informations usuelles, il aurait été mal évalué. Donc là, ce qui ressort des analyses de la littérature académique, c'est qu'en gros, il y a deux types d'informations dans ces nouvelles données. Il y a des informations où on capte finalement la même information que précédemment, mais sous une forme nouvelle. Je vais prendre un exemple très précis, une étude sur du e-commerce de Berg qui montre que l'empreinte numérique et en particulier, par exemple, les systèmes d'exploitation, quand vous faites votre demande de prêt, est-ce que vous êtes sur Mac ou est-ce que vous êtes sur Windows? Est-ce que vous avez un système, quel service de messagerie que vous utilisez? Est-ce que c'est Hotmail ou Gmail? Une information, contient une information. Alors, si on réfléchit un peu, l'équipement Mac, c'est une proxy du revenu. Et le système de messagerie, c'est pratiquement une proxy de l'âge. Si vous avez une adresse Hotmail, c'est que vous n'avez pas 20 ans. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de capter, c'est de l'information classique, mais sous une autre forme. Alors ça, de l'intérêt, tu l'évoquais tout à l'heure, parce qu'on peut, à ce moment-là, finalement, intéresser des clients sans leur donner un certain nombre de documents et d'avoir capté cette information. Ça a aussi une importance en termes d'inclusion financière dans des pays en voie de développement. Donc, il y a toute une logique. Capter de l'information classique sous une autre manière, c'est intéressant. Et puis, il y a de l'information nouvelle. Alors parfois, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne comprend pas le lien entre certaines variables, finalement, et la performance en termes de risque de crédit. Mais pour autant, il s'avère qu'il y a vraiment un gain prédictif. Et là, je vais donner juste, et je termine là-dessus, avec on parlait des scores FICO. Une étude assez récente, là, montre de 2019, que dans les années 2007, la corrélation, par exemple, entre le score FICO, qui est un score standard américain, et le score de Lending Club, un score propriétaire avec des données un peu illustratives de ça, était de 80%.
Aujourd'hui, cette corrélation n'est plus que de 30%. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le score Lending Club est meilleur que le score FICO. Je ne me lancerai pas dans ce débat. J'en sais rien. Ce n'est pas parce qu'on dissocie par rapport au score FICO qu'on est bon. Mais en tous les cas, ça traduit une recherche informationnelle qui n'existe pas dans le score FICO. Et là, la question, c'est est-ce qu'on utilise cette richesse informationnelle pour faire de la prévision? Alors souvent, on fait de la prévision là, sans causalité, donc attention aux corrélations sans causalité, des fois ça peut être dangereux, on a vu Google Flu dans d'autres domaines, mais en tous les cas, oui, il y a clairement des choses à récupérer en termes d'informations et qui peuvent être utiles en termes d'inclusion financière, je pense. Au chapitre des corrélations improbables qui marchent bien en backtesting, il y en a une que j'adore, c'est vous téléphonez entre 1h et 5h du matin, vous dégradez très fortement votre score de crédit et c'est très résilient. Alors, je sais pas pourquoi. Ou si vous mettez dans votre adresse email vous pouvez appeler votre grand-mère à 2h du matin sans que ce soit. Enfin bon, c'est comme ça. Ou si votre adresse email comporte un numéro, si vous mettez Pierre à 77. Alors, il y a beaucoup de sujets d'application de tout ça aujourd'hui. Il y a des clientèles qui sont mal servies, qui ne sont pas servies du tout. Il y a des usages nouveaux qui sont créés. Je propose qu'on l'aborde. Il y a toutes sortes de techniques qui sont en train de se développer, corréler des données externes. Il y a analyser les signaux faibles. Il y a le crédit algorithmique qui est en train de se développer fortement. C'est-à-dire je parle beaucoup à mon client et j'en déduis un score efficace. Les applications de paiement y arrivent très bien un peu partout dans le monde. Et je propose qu'on passe à 2 cas d'application qu'on a, si j'ose dire, en chair et en os devant nous. Le paiement fractionné pour commencer. Louis, tu peux nous décrire un peu le modèle et son fonctionnement du point de vue du crédit ? Oui, absolument. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le point principal du paiement fractionné, c'est l'instantané et le haut taux d'acceptation. Ce qui veut dire que quelque part, déjà, il ne faut pas oublier que c'est un produit d'ailleurs qui est relativement cher pour le commerçant et ou pour le client. Parce que quoi qu'on fasse, comme tu disais tout à l'heure, on ne va pas être capable d'extraire toute l'information du jeu de données. Donc on va être obligé de compenser par des systèmes plus brutaux, entre guillemets, c'est-à-dire grosso modo faire plus cher, absorber plus de pertes avec un prix plus élevé. Et effectivement, là où je te rejoins, chez Alma, pour rentrer un peu dans le débat, on utilise donc ce qu'on appelle les random forests, mais on utilise aussi beaucoup plus les régressions linéaires, qui sont un peu la version très très light du système. Et historiquement, ce qu'on a vu, c'est que sur le jeu de données habituel qu'on utilise, des données de transaction, on n'avait quasiment aucune différence entre la ligne reg, donc la régression linéaire, et la random forest. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de signal dans les données qu'on utilise pour mériter un algo plus puissant. En fait, l'algo le plus simple est déjà capable d'extraire tout le signal. Et donc tout le jeu pour une entreprise comme Alma, c'est d'être capable d'aller extraire, trouver du signal, trouver des nouvelles sources de données, enfin c'est tout ce que Christophe expliquait, de manière automatisée, idéalement sans devoir demander une implication du client. Une des sources de données, je laisserai, je pense, Riyad en parler parce qu'il a plus d'expérience que nous là-dessus, c'est DSP2, donc les données bancaires. Mais évidemment, le problème, c'est qu'autant ça marche très bien dans du crédit standard, c'est-à-dire j'ai besoin de 500-600 euros, je vais sur Finfrog, je prends un crédit, et là, je suis prêt à donner accès à mon compte en banque. Autant chez Alma, ça marche pas bien parce que j'ai envie d'acheter un canapé, je veux que ça aille vite, et en fait, je trouve que juste c'est trop long. Donc, je vais aller acheter le même canapé, je vais le trouver chez un concurrent. Ce qui fait que c'est des données qui sont extrêmement, qui recèlent beaucoup d'informations, mais sur lesquelles il y a juste un côté concret. On ne peut pas réalistement les demander à beaucoup de clients. Donc nous, ce qu'on va demander, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, mais on va demander effectivement ce qu'on appelle le device fingerprint, donc l'ensemble des informations liées à l'ordinateur, le système d'exploitation, la version du navigateur. Ça en dit aussi assez long. La version du navigateur, ça montre quel est l'âge, non seulement l'âge, mais à quel point on prend soin de sa machine. Bizarrement, ça corrèle. Tout un ensemble de données. On est en train de tester, alors ça on n'a pas mis en prod, on est en train de tester le fait de faire tourner des fonctions mathématiques compliquées sur le navigateur du client, ce qui en fait donne une sorte d'empreinte. Donc c'est moins, c'est pas explicatif, mais par contre c'est discriminant. C'est-à-dire que cette fonction, elle va mettre un certain temps à s'exécuter, et ce temps est quasiment une empreinte digitale de la machine, à la fois des composants qui composent la machine, mais aussi de l'âge qu'elle a, puisque la même machine avec 50 plus, en fait, est beaucoup plus lente que la machine neuve. Et donc tout cet ensemble de données, on va les utiliser surtout pour faire de l'analyse de graphes. Donc ça va être moins des données qu'on va rentrer simplement dans un pur modèle de régression linéaire, mais plus quelque chose qu'on va utiliser pour repérer ce qu'on appelle les composantes connexes, c'est-à-dire dans l'espèce d'immense graphe de paiement qu'on regarde, avec tous les paiements, les personnes, les devices utilisés, etc. On va essayer de comprendre quels sont les paiements qui sont effectivement pas la même personne, pas le même client, et quels sont les paiements effectués par plusieurs clients qui prétendent ne pas être la même personne, mais qui sont la même personne, à savoir un fraudeur, c'est-à-dire sans télé achetée. Vous suivez, j'espère. Ouais, j'espère. À savoir, j'achète 100 télé en me faisant passer pour 100 personnes différentes, et un mois plus tard, Alma perd 100 000 euros. Oui, j'ai bien connu ça.
Deuxième cas d'usage intéressant, c'est le microcrédit. Oui, Réal. c'est le microcrédit, absolument. Donc nous, on fait des microcrédits entre 100 et 600 euros, remboursables en 3 à 4 mois, et ça a son importance. Si je prends un peu de recul, parce que là, on parle des données, mais il faut avoir à l'esprit en fait, qu'un modèle a besoin d'avoir des données en entrée, donc le dossier de crédit d'un client, et il va apprendre en fait, de ses erreurs. Donc en fait, un modèle s'entraîne avec le temps en observant qui a remboursé et qui n'a pas remboursé. C'est la seule et unique façon de créer un modèle de scoring. Les banques ont 40 à 50 ans d'historique. Finfrog en a 4. Donc la seule façon pour nous d'être crédibles sur des modèles de scoring, c'est de connecter énormément de données. Là où un modèle classique de banque, une régression logistique, va par exemple regarder 15 critères, typiquement la CSP, le revenu, la profession, nous, on va digérer en 500 millisecondes 10 000 data points. Ces 10 000 data points, en fait, ils sont issus de 3 sources de données. La connexion au compte bancaire, donc ça c'est permis depuis quelques années de manière sécurisée avec l'accord du client via la DSP2. Donc les clients nous donnent accès à On leur reviendra compte sur bancaire. DSP2, parce que je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas une évolution, c'est une révolution, Voilà. Notamment sur le chapitre du crédit. C'est effectivement fondamental. Donc l'analyse des historiques bancaires. Et donc c'est quoi un historique bancaire? C'est 3 mois, c'est standardisé maintenant, 90 jours d'historique avec l'ensemble des transactions, montant, durée, vendeur, etc. Donc données bancaires, données comportementales et données déclaratives. Donc ces 3 sources de données, donc 10 000 data points qui sont digérés par des modèles. Le modèle qu'on utilise, c'est un modèle XGBoost, c'est un modèle assez rigolo d'ailleurs qui s'explique assez bien. C'est plein de petits arbres de décision très simples, mais il y en a 2000. Et en fait, ils se mettent d'accord entre eux. Et donc collectivement, on s'est rendu compte que 2000 arbres qui font un consensus sur est-ce qu'il faut prêter ou pas, c'est plus puissant qu'un très gros arbre. Voilà. Si je vais résumer en quelques mots ce qu'est un XGBoost. Mais fondamentalement, ce modèle ne peut apprendre que parce qu'on a fait des défauts sur notre historique. Donc ce qui fait qu'on a un modèle, c'est à la fois qu'on a pu traiter plusieurs centaines de milliers de demandes avec à chaque fois 10 000 data points, mais surtout qu'on a pu observer sur la durée qui avait fait défaut et qui n'a pas fait défaut. Et donc pour en venir à l'application au microcrédit, c'est que nous, étant fintech, en fait, on s'est dit au départ, on va partir sans a priori. Le seul a priori qu'on s'est donné, c'est on prend 0 risque LCBFT. Ça, c'est vraiment donc blanchiment d'argent, financement du terrorisme. C'est un vrai risque, au-delà du risque de solvabilité que prend un acteur qui fait du crédit. Donc nous, on s'est dit, dès qu'il y a le moindre doute, on ne prête pas. Et ensuite, on va explorer des zones que personne n'a explorées par le passé. On a été le premier acteur en France, par exemple, à prêter à des freelances. On a prêté à des populations de 18-19 ans qui avaient quelques revenus issus de jobs étudiants. On a prêté à des chômeurs, on a prêté à des personnes âgées. Il faut savoir qu'en France, passer 68 ans, c'est très difficile de faire un crédit. Et donc finalement, nos modèles ont pu observer quelles étaient les zones qu'on pouvait irriguer en crédit et quelles étaient celles qu'on ne pouvait pas irriguer. Donc voilà une application. Et donc la portée sociétale de Finfrog, c'est aussi cette capacité à dire on met la technologie au service du plus grand nombre et on arrive de manière beaucoup plus granulaire à identifier des poches de population qui sont solvables et classiquement exclues du crédit classique parce qu'elles n'ont pas de CDI. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur DSP2, la deuxième directive européenne sur les paiements, en décrivant brièvement quel est le mécanisme qui permet d'en faire un outil de crédit, notamment dans une logique d'un crédit de bureau qui ne dirait pas son nom? Qui veut se lancer? Oui, je peux en dire 2 mots. C'est assez simple, alors ce sera plus simple que la partie précédente, mais l'idée c'est simplement de considérer que les données que je possède... Rappelons la mécanique de Pardon. DSP2 d'abord. Rappelons pour les auditeurs non spécialistes en quoi est-ce qu'on peut accéder à de la donnée à travers DSP2 lorsqu'on est un Je prestataire. vais même prendre juste un cran, avant Oui, d'expliquer le vas-y. comment, même le pourquoi, c'est-à-dire donc DSP2 c'est un moyen pour d'exporter ces données bancaires et je pense le point philosophique est important, c'est-à-dire les données bancaires appartiennent pas à la banque, elles appartiennent au client et donc le client devrait en être libre d'en utiliser comme il le souhaite et de les partager avec d'autres acteurs. Quelque chose que les banques évidemment n'aiment pas du tout puisque naturellement ça fait baisser un avantage concurrentiel. Donc la directive sur les services de paiement en partie prévoit que en tant que client de banque, je peux exporter mes données bancaires et les partager avec n'importe quel acteur, financier ou non d'ailleurs. Je pourrais les partager avec Uber si je voulais. Le comment, c'est assez simple. C'est simplement une connexion au système bancaire avec un standard qui est en train d'être écrit et donc simplement une acceptation par le client du partage des données, une connexion au système bancaire, une récupération de ces données. Autre chose sur DSP2? Oui, sur DSP2, alors c'est à la fois formidablement nouveau parce que du coup, c'est ce que je disais en introduction, c'est un élément nécessaire mais pas suffisant pour compenser l'absence de crédit de bureau. Donc ça permet d'avoir accès aux données bancaires, mais il manque la calibration.
C'est ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants. C'est OK, mais est-ce qu'avec ce type de dossier, on fait défaut ou pas? Donc ça va, je dirais, atténuer l'absence de crédit de bureau en France, mais ça ne va pas complètement le remplacer. Et peut-être une question qui m'est souvent posée d'ailleurs sur l'acceptabilité en fait, du partage de données bancaires. Nous d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'explique à nos clients. Les clients partagent depuis tout le temps leurs données bancaires. Alors autant jadis ça se faisait avec une photocopie ou un scan qu'on envoyait par email. Tout le monde l'a déjà fait. Le protocole qui est mis en place par la DSP2 est 10 fois plus sécurisé, c'est crypté, c'est un protocole HTTPS, là où les emails ne le sont pas. Donc finalement, nous, notre conviction, c'est que ce partage de données va reproduire le schéma qu'on a connu au début des années 2000 avec le paiement par carte bancaire. C'était au départ très compliqué pour les particuliers de partager leur carte bancaire sur Internet. Et on pense que ça va devenir une nouvelle norme et aussi anodin dans des actes soit d'emprunt, soit même de paiement, de partager ces données bancaires. Est-ce que tu gardes le micro et dis-nous un mot peut-être sur le rôle de la tech dans le recouvrement? Oui, recouvrement. Alors merci de me poser la question, Alain, parce que c'est vrai que c'est un prisme qu'ont les fintechs de généralement se focaliser beaucoup sur l'onboarding et sur l'octroi et sur le scoring. Le crédit, en fait, c'est un métier qui se fait dans la durée et qui se fait aussi dans les moments un peu plus difficiles de la relation client, que sont les défauts de paiement ou le recouvrement. Donc ça fait partie intégrante de l'activité de crédit. Nous, chez Finfranc, on a également utilisé des technologies de machine learning et d'intelligence artificielle dans le recouvrement. Donc clairement, on a des algorithmes qui vont nous permettre de segmenter la typologie de défauts et, en gros, pour caricaturer, d'identifier les gens qui sont en retard de bonne foi versus ceux qui sont de mauvaise foi ou quasi des fraudeurs. Et donc, en fonction de cette identification, on va les router vers des solutions de recouvrement qui sont fondamentalement différentes et adaptées au segment de chacun. On y met aussi beaucoup d'humains. Ça, c'est une de nos convictions, c'est qu'il y a énormément de technologies, mais aussi beaucoup d'humains, notamment dans le recouvrement, puisqu'on va avoir après des opérateurs qui vont trouver des solutions, généralement des rééchelonnements, en dialoguant, en essayant de comprendre en fait, la source de la difficulté du client. Donc c'est une combinaison d'IA, mais également d'humains, sur, encore une fois, une étape de la chaîne de valeur qui est fondamentale dans le crédit et qui nous permet, chez Finfranc, d'avoir des très bonnes performances en termes de coût du risque. C'est à la fois le risque amont avec le scoring, mais aussi le risque aval avec le recouvrement. Pour tous les trois, qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau consommateur, du nouvel emprunteur? Est-ce qu'il y a un profil qui se dessine, par exemple, chez les millennials? Est-ce qu'il y a des comportements nettement en rupture par rapport aux générations précédentes? Est-ce qu'il y a des attentes différentes? Est-ce qu'on peut commencer à classifier un peu les choses? Celui qui veut. Oui. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu tôt pour aller parler de comprendre vraiment le millennial ou le Gen Z. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une population qui a moins accès au crédit que ses parents, que ses grands-parents, et qui en a plus besoin. Ça, c'est assez intéressant parce que le vrai sujet ici, c'est de comprendre que les approches qui ont marché jusqu'à maintenant sont assez peu adaptées à cette population parce que, encore une fois, peu d'accès au crédit et parce que les produits assez usuels étant le crédit revolving, alors pas hyper en vogue en France, mais très en vogue dans quasiment tous les autres pays, c'est quelque chose que cette population déteste absolument et essaye d'éviter à tout prix. Et ça amène à l'émergence de nouveaux acteurs, typiquement d'acteurs comme Alma, c'est-à-dire des acteurs qui proposent des prêts à taux fixe, des prêts lisibles. Il y a une vraie notion de lisibilité. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a un vrai enjeu, je pense, en tout cas pour un organisme de crédit, de comprendre ces deux générations en faisant quelque part un peu pas une croix, mais en laissant de côté ce qui a marché pour les parents qui ne marchera plus pour ces deux-là. Autre chose? Moi, je dirais que s'il y a une leçon à retenir, en tout cas, c'est la rapidité et l'instantanéité qui est maintenant aussi une des caractéristiques de notre offre. Je pense que le nouveau consommateur a du mal à comprendre qu'il peut se faire livrer en fait, ses courses en moins de 2 heures dans les grandes villes de France et avoir à attendre 3 semaines, encore une fois, pour avoir son crédit. Donc je dirais qu'on tend vers de l'instantanéité. Et le crédit comme un service comme les autres, à certaines nuances près? Oui, en fait, ils sont à 2 clics sur votre smartphone. En fait, vous avez à gauche votre service de livraison préféré pour vos courses ou votre repas et à droite votre crédit. Donc c'est très difficile de comprendre que un centimètre d'écart sur un iPhone, en fait, il y en a un qui met 3 semaines et l'autre qui met 2 heures. Donc je dirais que c'est fondamentalement, d'ailleurs, surtout sur les petits crédits, sur les petits montants, les clients sont avant tout regardant sur la rapidité. C'est généralement des besoins urgents. Donc je dirais que c'est cette notion fondamentale que je retiens des besoins du consommateur. Essentiel dans le crowdlending, la rapidité est absolument essentielle. Ce qui d'ailleurs est très adapté. Enfin, tu parlais tout à l'heure, tu parles de petits crédits. Gen Z, millennials, ce qu'ils veulent, c'est surtout des petits crédits. Le 20 000 € pour acheter une voiture, c'est un peu plus tard. Merci. Il nous reste quelques instants pour prendre une ou deux questions, s'il y en a une. Est-ce que quelqu'un a une question ou une expression? Oui. Une question sur le taux d'usure. Vous
Excellente question, Benjamin. L'idée, hein, c'est pas, enfin, je sais pas si je parle pour la collectivité, mais c'est pas de plonger les consommateurs dans les zones d'usure. Hein. Ça serait une catastrophe, pas simplement sociale, mais pour tout le système. Mais il faut avoir en tête que le taux d'usure ne fonctionne que si les taux sont pas à zéro. Quand les taux sont à zéro, la déclinaison dans certains secteurs donne l'usure à des niveaux tellement bas que ça tue tout simplement le secteur. Et d'ailleurs, il y a des tas de pays qui protègent très bien le consommateur sans avoir ça. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a ceinture, bretelles et parachutes. Il y a les quotités de financement. Il y a les garanties, il y a les cautions, il y a les proportionnalités, enfin, il y a les maturités qui sont travaillées, etc. Donc, en aucun cas, hein, je sois extrêmement clair, je pense que je parle pour nous tous, l'idée c'est de dire il faut débrider le truc et qu'on puisse faire des crédits toxiques avec des taux de 12% pour des gens qui ne sont pas solvables, en aucun cas. Si je parle en fait sur les problématiques que je connais bien, qui sont les prêts de courte durée, alors il y a une métrique qui est assez frappante en fait, c'est que le taux moyen du découvert bancaire en fait, il se compte en centaines de pourcents ou en milliers de pourcents en fait. Si on inclut les commissions d'intervention qui sont ces frais prélevés par les banques lorsque vous êtes à découvert, ce qui est en gros aujourd'hui le principal outil qui est proposé aux particuliers pour se financer sur des montants sur des petits montants et des petites durées. Donc c'est principalement le découvert, hein, qui a 90% du marché. Ce taux, en fait, si on inclut ces commissions d'intervention, donc les commissions d'intervention, c'est 8 € qui vous sont prélevés systématiquement à chaque fois que vous faites une dépense en dépassement de découvert. Nous, on le voit chez nos clients, en fait, ces coûts représentent jusqu'à 50 € par mois. Et quand on les actualise en forme de taux annuel équivalent, on arrive à 300% de TAEG. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique, en fait, sur les petites durées. Un autre exemple, si je vous prête 100 € et que vous me rendez l'argent demain, et vous me dites, bon, c'est sympa, je te donne 1 € parce que tu as été sympa, on est déjà à un TAEG de 200%. Donc le taux, c'est le prix divisé par la durée, et sur des très petites durées, on arrive très rapidement à des taux très élevés. On a une dernière... on a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si on va avoir l'autorisation de... Madame, vous aviez... Non ? Oui ? Alors, sur le crédit immobilier, il y a une belle start-up qui s'appelle Virgile, hein, qui est en train d'innover dans le secteur. La difficulté sur le crédit immobilier, c'est le temps d'observation qu'il faut. Donc, en gros, nous, chez Finfrog, on a un temps de feedback qui est très rapide. Au bout de 3 mois, on sait si on a raison ou pas. Sur un crédit immobilier, il faut potentiellement 20 ans pour savoir si les algorithmes ont fonctionné ou pas. Donc, ce qu'on vient de décrire là marche bien sur des petits montants, petites durées. On va nécessairement arriver à un moment donné dans lequel on acceptera de faire un crédit immobilier à des freelances. On a eu une discussion avant. Je pense que là, le problème n'est plus tellement un problème de scoring, c'est plutôt un problème, je dirais, juridique et de protection du consommateur. La question, c'est, OK, si je prête à un freelance, aujourd'hui, dans le cadre juridique actuel en France, le freelance peut se retourner contre sa banque en disant « vous m'avez prêté alors que je n'avais pas un CDI ». Donc je pense que sur le crédit immobilier, il y a un problème qui est à la fois de scoring, mais aussi un problème d'encadrement juridique et de protection des consommateurs. Et au passage, si le marché du financement immobilier s'est effondré en France pendant la crise de la Covid, à la différence de tous les autres pays européens, c'est qu'on est le seul pays où on n'est pas digital de A à Z sur le crédit immobilier. C'est-à-dire on ne sait pas, sur la gestion de l'acte authentique, etc., avoir un circuit sans couture, ce qui explique qu'il y a eu une légère baisse en Espagne, légère baisse en Italie, il y a eu une montée en Allemagne, il y a un effondrement en France. Tu voulais poser une question ? Oui, merci Bruno Cambounet sur Parentic. Oui, Alain, tu disais PSD2, c'est pas une évolution, c'est une révolution dans le scoring crédit. Christophe, tu parlais qu'au niveau algorithmie, au niveau AI, il y avait plus d'évolution à attendre, c'est vraiment dans la donnée. La question que je me pose quand on voit que la PSD2, c'est quand même assez limité en termes de data financière, parce que c'est les comptes de paiement, les comptes courants. Ça, c'est la lecture des banques, hein. C'est pas la lecture des fintech. Hein. Non, mais justement, la question que je me pose, et que je vous pose, c'est est-ce que l'open finance commence à parler maintenant, parce qu'on va aller voir l'ensemble des données et imposer finalement de l'ouverture plus largement. Est-ce que ce sera une nouvelle révolution cette fois, ou est-ce que finalement le quantum leap qu'on a fait là maintenant sera peut-être amélioré, ou on n'assistera pas à une telle évolution? Moi, je parle énormément à la Commission européenne sur ces sujets-là. Dans l'esprit, la Commission européenne, qui est en avance de face sur l'innovation, c'est la première fois que la réglementation est devant l'innovation d'usage, hein, c'est très important, c'est que la partie paiement, c'est la livraison du premier chapitre. Les deux autres, qui doivent être concomitants dans l'esprit de la Commission, c'est le paiement, c'est le crédit et l'épargne. Donc en réalité,
la directive européenne sur les paiements, il y a un P, mais dans l'esprit du législateur, et rappelons que 85% de la législation financière maintenant est européenne, c'est l'ouverture de l'ensemble des données du client qui lui appartiennent. Quand un client il donne un mandat express à un prestataire, il ne sait même pas ce que c'est qu'un compte de paiement. Il autorise un prestataire à utiliser ces données. Mais ce point-là, on ne va pas trop le traiter en profondeur parce qu'il est très complexe, mais surtout, c'est le seul point de dissension extrêmement sérieux que les fintechs ont avec le monde bancaire aujourd'hui dans ce pays-ci. Parce que dans les autres pays, ça apparemment, c'est moins contendant. Merci beaucoup. Désolée, on n'a plus de temps pour les questions. Merci à tous. Mais merci mes collègues. vraiment.